Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en enseignement scientifique, donc terminal général. Et donc dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal enseignement scientifique, donc nous allons aborder le troisième thème concernant donc l'histoire du vivant. Ok, donc là dans les deux premiers thèmes, on s'était intéressé à l'histoire de notre planète et donc aux enjeux sociétaux. Le deuxième thème, donc on s'était plus intéressé au futur des énergies, en particulier l'énergie électrique. Et donc là dans le troisième thème que nous allons aborder maintenant afin de boucler le programme, et ben nous allons nous intéresser à l'histoire du vivant. Ok. Alors, petite parenthèse avant que la vidéo démarre, donc quelques petites informations que je vais vous diffuser. Donc là, durant les semaines à venir, donc ce qui va se passer, c'est que là, on va essayer de boucler le programme d'enseignement scientifique. Donc là, il reste plus que 100 vidéos, je vais vous les envoyer là. Ensuite, du coup, j'alternerai soit on fera maths expert ou soit spé maths, je verrai. Mais donc le but, c'est soit de boucler le programme de spé maths avant les vacances, donc d'été, ou soit d'avancer un peu plus le programme de maths experte. Et donc, durant l'été seront bouclés les programmes de spécialité physique, chimie et maths experte, ainsi que maths complémentaires, puisqu'en fait, en maths complémentaires, il restera 2 chapitres que j'approfondirai un peu plus durant les vacances. Puis je verrai également si je fais l'enseignement scientifique pour la partie maths de première qui s'est ajoutée, ainsi que du coup l'aspect SVT terminal. Ok, je verrai tout ça durant l'été. Mais donc, soyez pas choqués aussi, du coup, si durant la période de juin jusqu'à fin juin, ok, de fin mai jusqu'à fin juin, s'il n'y a pas de vidéo, soyez pas étonnés, c'est tout à fait normal. C'est dû à des raisons qui sont tout à fait évidentes, c'est qu'il y a le bac en fait, et donc je vais plus prioriser le bac que les vidéos. Comme ça s'était d'ailleurs produit il y a du coup 2 mois, au mois de février jusqu'à mi-mars, il n'y a pas eu de vidéo, voilà. C'était aussi pour cette raison-là. Fermeture de la parenthèse, donc on revient tout simplement à l'enseignement scientifique. Donc dans cette vidéo en particulier, nous allons nous intéresser tout simplement à la biodiversité ainsi qu'à son évolution. Alors ça se coupe en 3 temps. Dans le premier temps, on va essayer de comprendre comment on peut dénombrer la biodiversité, comment on peut quantifier comme ça le nombre d'espèces qu'il peut y avoir. Ensuite, donc dans un second temps, on va s'intéresser à l'évolution génétique des populations, puis enfin l'impact des activités humaines sur les écosystèmes. Donc c'est parti mon kiki. Dans le premier temps, on va essayer déjà de comprendre ce que c'est que la biodiversité. En fait, la biodiversité, ça vous le savez depuis la 6e, mais ça désigne l'ensemble des êtres vivants donc, qui vivent sur Terre, donc de nature animale, végétale ou encore des champignons. Ok, et l'ensemble de tous ces êtres vivants, et ça forme tout simplement la biodiversité. Ok, et ainsi donc on va pouvoir la mesurer, et c'est ce que nous allons voir dans cette première partie. Alors la mesure de la biodiversité, en réalité, la biodiversité, on ne connaît pas le nombre total d'êtres vivants qu'il y a sur Terre. Il est énorme et malheureusement on ne connaît pas. Cependant, par certaines mesures, on va pouvoir ainsi avoir accès à une proportion ou bien avoir une estimation comme ça du pourcentage de chaque espèce qui sont présentes sur Terre. Ok. Et ça, donc, on va pouvoir le faire à partir de différentes méthodes d'échantillonnage. L'une de ces méthodes, tout simplement, c'est la CMR. Donc, ça consiste tout simplement à faire des captures et des marquages, ainsi qu'une recapture. Et donc, ça va se faire de la façon suivante. C'est-à-dire, donc, à la base, donc, on a une certaine population N, donc on n'est pas l'effectif, ok? Donc, on ne connaît pas l'effectif total, ou bien on appelle ça aussi l'abondance, ok? L'effectif total. Et donc, on ne connaît pas l'abondance de cette population. Donc, ce que nous allons faire, on va faire une capture, ok? On va faire une capture, et donc, on va prendre un certain nombre d'êtres vivants. Et donc, ces êtres vivants qu'on a appris, on va les marquer, et ainsi, donc, le nombre d'individus qui seront pris et marqués durant la première capture, on va le noter grand M. Ensuite, durant la deuxième capture, du coup, on va en faire une deuxième. Et durant la deuxième capture, pareil, toujours la même population grand N, on va capturer à nouveau d'autres êtres vivants, ok? Enfin, toujours les mêmes. On va capturer en tout cas des êtres vivants de la population. Et donc, cette fois-ci, ces êtres vivants qu'on va capturer, on va pareil les remarquer, ok? Et ainsi, du coup, sur la population d'espèces qui aura été marquée, il y en aura qui ont déjà été marqués précédemment à la première capture. Donc ça, du coup, le nombre d'individus qui aura été recapturés, on va l'appeler petit n. Et donc, le nombre d'individus qui vont être marqués au cours de la deuxième capture, on va l'appeler petit m. Ok? Et ainsi, donc, on va pouvoir estimer l'abondance d'une population de la façon suivante. Donc, par une formule qu'on vous donnera très souvent parce que vous êtes en enseignement scientifique et donc vous ne devez pas l'apprendre. Mais donc, c'est grand N, abondance, qui est égal à grand M, donc le nombre d'espèces qui a été capturé et marqué durant la première capture, fois petit n, donc le nombre d'espèces qui a été recapturé durant la deuxième capture, divisé par grand M. Ok, donc le nombre d'espèces qui ont été marquées durant la deuxième capture. Ok, et donc ça nous donne l'abondance. Donc ça, c'est une première méthode pour estimer la biodiversité. Ok. Alors,
Bien évidemment, la biodiversité, je vous ai fait comprendre que c'est un ensemble d'espèces qui va vivre sur Terre, ok, qui vit sur Terre et ce de n'importe quelle nature. En réalité, on peut parler aussi de biodiversité spécifique. Et donc la biodiversité spécifique, ça correspond pareil au milieu d'espèces, enfin au nombre d'espèces cette fois-ci, mais qui va vivre dans un milieu, ok. Là où, quand je disais biodiversité, bah ça désignait un terme plus global. Et ainsi, donc, la biodiversité aussi, on peut l'avoir à l'échelle des écosystèmes. Donc, bah, comme je l'ai dit, ça, la diversité des êtres vivants, mais sur un écosystème, ou bien à l'échelle, donc, génétique. Donc là, cette fois-ci, la diversité, bah, des caractères génétiques. Ok, voilà. Bon, on peut estimer également aussi la proportion d'un caractère, donc notamment, bah, par un échantillonnage également. Ok, donc ça va être une deuxième étape possible pour estimer la biodiversité. Ça va être donc d'estimer la proportion d'un caractère. Donc là, cette fois-ci, on va prendre un échantillon. Ok, voilà. Et donc, sur cet échantillon, on va tout simplement essayer de mesurer comme ça, au sein de la population en question, le nombre d'individus qui portent le caractère ou non, ok, le caractère que l'on souhaite. Et donc ça, on va pouvoir le faire. Et donc, pour faire la mesure, du coup, on va reprendre un échantillon, ok, voilà. Et donc, un échantillon de taille N. Et donc, on va pareil faire ça sur plusieurs échantillons. Et on va estimer à chaque fois la fréquence d'apparition du caractère. Et ainsi, donc, vu qu'on aura la fréquence d'apparition du caractère et la taille de l'échantillon à chaque fois qui sera toujours identique, on va donc pouvoir établir comme ça un intervalle de confiance. Donc, il va nous donner entre combien de pourcents. Donc, on est sûr d'avoir tel ou tel caractère. Ok. Cet intervalle de confiance, pareil, on vous donnera la formule. C'est la suivante. Donc, c'est tout simplement pour la borne minimale. Donc, ce sera f moins 1,96 fois racine carrée de f facteur 1 moins f divisé par racine de n, où n est la taille de l'échantillon et f la fréquence. Et pour la bande supérieure, c'est la même chose, mais en plus. Donc ça fera f plus 1,96 fois donc racine carrée de f facteur 1 moins f divisé par racine de n. Ok. Donc c'est pareil, bon, c'est pas une formule à apprendre, surtout que c'est du coup c'est le théorème de Moivre-Laplace qui permet d'établir cet intervalle de confiance à 95%. Et donc pareil, c'est pas une formule à apprendre. Si on vous la donne, il faut juste savoir la manipuler, mais ce sera sans plus, ok. De même, en classe de seconde, vous avez vu une formule un peu plus simple pour estimer donc l'intervalle de confiance, ok, que je vous la redonne juste là. Donc en seconde, la formule qu'on avait vue rapidement, on n'était pas resté des maths, je me souviens, c'était donc la suivante, c'était donc pour la bande minimale, c'était toujours la fréquence, moins 1 divisé par n, plus la fréquence plus 1 divisé par n, ok. Alors pareil, en fait, plus la taille de l'échantillon va être grand, et plus donc l'intervalle va être réduit, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Alors ça, pour ceux qui ont fait physique chimie, du coup, vous êtes à l'aise à bien le voir. Pour ceux qui n'ont pas fait de spécialité, du coup, ça va être un peu complexe, mais je vais essayer de vous l'expliquer quand même. L'idée, c'est que tout simplement, n, donc c'est la taille de l'échantillon. Et donc, plus n va être grand, et donc, en fait, plus racine de n va être grand. Sauf que comme on est au dénominateur, le racine de n est au dénominateur, ça entraîne une fraction qui est de plus en plus petite, ok? Et donc, l'1,96 fois la fraction va être de plus en plus petit, et donc, ça va resserrer comme ça l'intervalle, ok? Voilà. Bon, ça, c'est pas important c'est pas trop important de le savoir par cœur, mais en tout cas, c'est bien de le comprendre quand même, ok? Donc ça, tout simplement, l'utilisation d'intervalles de confiance va nous permettre comme ça d'estimer la proportion d'un caractère. Alors, maintenant, on va s'intéresser concrètement à l'évolution génétique des populations. Alors, pour l'évolution génétique d'une population, d'un premier temps, on va donc établir un modèle, ok? On va pouvoir l'expliquer à partir d'un modèle, qui est le modèle d'Hardy-Weinberg, ok? Alors, le modèle d'Hardy-Weinberg, donc ça, c'est un modèle qu'on voit en terminale spécialité SVT. Donc, ceux qui font SVT, vous êtes mieux qu'elle que moi, normalement. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, déjà, on va avoir des hypothèses qui sera assez, on va dire, vous allez voir, assez utopiques. Donc, les hypothèses seront les suivantes, c'est-à-dire qu'on est dans un milieu où il n'y a pas de reproduction. Il n'y a donc pas de sélection naturelle. Il n'y a donc pas de mutation. On est sur une très grande population. Et donc, la reproduction se fait au hasard. Pas de dérive génétique. Et donc, pas de migration. Et en fait, à partir du moment où vous avez ces conditions-là, vous allez avoir un certain nombre de règles mathématiques qui vont pouvoir s'appliquer. Par exemple, si on va noter ici, tout simplement, grand A, un allèle, et donc, la fréquence de cet allèle, on va noter donc P. Et donc, on va avoir un autre allèle qu'on va noter petit a, dont la fréquence d'apparition, on va noter Q. Et dans ce cas-là, pour avoir la fréquence donc d'apparition de l'allèle AA, donc pour qu'un gène, on n'est seulement que l'allèle AA, donc la fréquence d'apparition de cet allèle, ce sera tout simplement P au carré, ok? Et donc, pour avoir la fréquence d'apparition de l'allèle, donc 2 fois petit a, ok? Pour qu'on ait que l'allèle petit a dans le gène, et dans ce cas-là, ce sera Q fois Q, donc Q au carré. Et après, donc, pour avoir la fréquence d'apparition de l'allèle A et petit a en même temps, et dans ce cas, ce sera 2 fois P fois Q, ok? Voilà.
Donc ça, bon, ces résultats-là, on les retrouve facilement dans un tableau de croisement. Donc petite démonstration pour tout simplement les trois formules que je viens de vous citer concernant la loi de Hardy-Weinberg. Donc comment on les retrouve ces trois formules? Bah, comme je vous l'ai dit précédemment, on peut faire un tableau de croisement comme ceci. Donc le tableau de croisement, c'est quoi? Bah, tout simplement, vous mettez les allèles possibles pour le spermatozoïde, les allèles possibles pour les ovules, et donc tout simplement, vous allez croiser à chaque fois l'allèle du spermatozoïde avec l'allèle de l'ovule, ok, comme en faisant troisième. Donc là, l'allèle A, je le croise avec l'autre allèle A. L'allèle A pour le spermatozoïde, je le croise avec l'autre allèle A pour l'ovule. L'allèle grand A avec l'allèle petit a, je vais le croiser comme ceci, et ainsi de suite. Ok, c'est le même principe. Donc, du coup, on va nommer un certain nombre de choses. Hein. Donc là, on fait un peu de maths. Donc, des mots. Donc, démonstration. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que l'allèle A, donc, la fréquence d'apparition de l'allèle A, c'est F de grand A qui est égal à P. La fréquence d'apparition de l'allèle B, donc, c'est F de petit a qui est égal à P. A, Q, du coup. Comme on avait dit précédemment. Donc, si on veut la fréquence d'avoir deux fois l'allèle A, donc fréquence d'avoir l'allèle AA, comme ceci, bah, du coup, on va prendre la fréquence d'avoir l'allèle A, grand A, et on va la multiplier par la fréquence d'avoir l'allèle grand A à nouveau. Ok, donc ça fait P, F de grand A fois F de grand A. Ce qui fait donc petit p fois petit p, donc P carré. Bon, après, c'est le même principe pour avoir la fréquence d'apparition de l'allèle petit a deux fois. Ok, donc si on veut avoir deux fois l'allèle petit a, bah, comment qu'on peut faire? Et bah, tout simplement, et bah, je vais prendre l'allèle petit a, ok, voilà, et je multiplie par la fréquence à nouveau d'avoir l'allèle petit a. Donc ça fait F de petit a fois F de petit a. Ce qui fait donc Q fois Q, donc Q carré. Bon, jusque là, ça c'est relativement simple pour retrouver ces deux valeurs de fréquence. Après, là où ça devient un peu plus délicat, c'est pour avoir la fréquence de l'allèle. Donc, petit a, grand A, ou qui est égal donc à la fréquence d'avoir l'allèle, grand A, petit a. C'est la même chose. Bon, bah déjà là, l'allèle, grand A, petit a, ou petit a, grand A, bon, on voit en fait c'est exactement la même chose, ok? C'est exactement le même phénotype que vous allez avoir derrière, ok? Puisqu'ils vont contenir à chaque fois petit a et grand A. Et ce, en même proportion et en même quantité. Alors, justement, pour avoir donc la fréquence de cette allèle-là, et bah tout simplement, comme il y a deux fois, d'après tableau croisement, bah vous allez écrire deux fois F de grand A fois F de petit a. Ce qui fait 2 fois P fois Q, donc dPQ. Et ce qui va expliquer donc la troisième formule qu'on avait évoquée pour la loi d'Hardy-Weinberg. Avec le modèle d'Hardy-Weinberg, et bah du coup, on peut estimer comme ça les fréquences d'apparition et bah de certains allèles, et donc ainsi bah on peut avoir, il y a un équilibre comme ça de la population, ok, une stabilité de la population d'un point de vue génétique. Cependant, bah justement, ce qui va permettre d'expliquer l'évolution génétique de la population, ça va être bah, le non-respect de une condition et bah liée au modèle d'Hardy-Weinberg. Parce qu'en effet, si une des conditions du modèle n'est pas respectée, bah du coup le modèle ensemble est plus cohérent, il ne fonctionne plus. Et donc on a un écart ainsi qui est fait au modèle. Et donc bah toutes les relations mathématiques que je viens de vous sortir de tête, elles ne valent plus rien. Et donc, du coup, par conséquent, on a des variations de fréquence allélique au sein d'une population qui vont se faire complètement hasard. Ok, et ça de manière hasardeuse. Et donc, en fait, un écart au modèle d'Hardy-Weinberg, et bah, concrètement, nous, on va pouvoir l'expliquer par, justement, par différents phénomènes, ok. Donc, tels que la sélection naturelle, les mutations, ou encore la dérive génétique, qu'on avait vu en seconde, ok, va vous. Et donc ça, tous ces éléments-là, dérive génétique, c'est-à-dire donc variation de la fréquence d'un allèle au sein d'une population de génération en génération par le biais du hasard. Sélection naturelle, donc le fait qu'un caractère soit sélectionné plus qu'un autre parce que plus avantageux pour la survie de l'espèce, puis tout simplement spéciation qu'on avait dit, donc en fait c'est la mutation pour faire plus simple, et bah tous ces éléments-là vont constituer donc un écart au modèle d'Hardy-Weinberg, ok, bravo. Et donc c'est cet écart qui va permettre aussi bah, tout simplement d'expliquer bah, l'évolution génétique des populations. Voilà, puisqu'on aura ces phénomènes évolutifs qui vont se mettre en place. Alors, troisième élément, donc on va s'intéresser à l'impact des activités humaines sur notre biodiversité. En effet, puisque vous n'êtes pas censé savoir, mais on l'avait vu dans le thème 1, déjà on avait parlé un petit peu, mais les activités que les humains vont avoir de façon générale sur l'environnement, et bah, elles n'ont pas que des conséquences à l'échelle de l'environnement et du climat. Elles ont aussi des conséquences à l'échelle de la biodiversité, donc de l'ensemble des espèces qui vivent, ok. Puisqu'en effet, et bah, ça peut entraîner de la pollution, donc notamment par l'utilisation de certains combustibles fossiles, par exemple, par l'extraction de certaines matières premières aussi, mais ça peut entraîner les changements climatiques, ça on l'a vu dans le thème précédent, puis également, et bah, tout simplement, ça peut conduire même à l'extinction des espèces, ok, puisqu'en effet, et bah, du coup, la pollution,
ça va forcément déranger les espèces. Ou par exemple, l'exploitation de certaines ressources, du coup, va conduire, et bah, forcément à la mort de certaines espèces et donc à leur extinction. Ok. Également, bon, on peut avoir le phénomène un peu entre deux, c'est-à-dire qu'en fait, les activités humaines, bah, aussi bien elles peuvent détruire entièrement l'écosystème, donc faire exterminer tous les êtres vivants, donc en les privant de leur nourriture ou de leurs ressources, et parce que nous, on les exploiterait du coup en tant qu'humains. Mais également, et bah, tout simplement, les activités humaines peuvent conduire tout simplement à fragmenter C'est d'ailleurs ce que l'écosystème. vous pouvez observer sur l'image du bas. Par exemple, en effet, et bah, si vous effectuez une construction aussi, donc lorsque l'on construit des routes ou des infrastructures, par moment, et bah, si on ne prend pas bien en compte l'écosystème local, l'écosystème donc sur lequel nous allons faire la route, dans ce cas-là, la biodiversité spécifique en sera grandement impactée puisque ça fera fragmenter l'écosystème en plusieurs petits écosystèmes et par le phénomène de dérive génétique successif, et bah, tout simplement, on peut perdre de la diversité génétique, mais également, encore une fois, par l'extraction et l'exploitation des ressources, bien évidemment. Et puis enfin, donc, les activités humaines peuvent conduire également à améliorer l'écosystème. L'acte le plus simple que l'on peut penser pour restaurer un écosystème, bah, ça va être replanter des arbres, voilà, ou donc replanter des haies, reformer un petit peu l'environnement dans lequel la biodiversité était présente, la biodiversité par le passé. Mais il y a une autre manière aussi de restaurer un écosystème, c'est tout simplement en diminuant, en protégeant donc les espèces vivantes, ok? Donc diminuant les activités humaines, ou au contraire, donc en protégeant ces espèces, ok? Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, et c'est toi en mathématiques et en sciences.